que je suis nette. Hey, ça fait longtemps, hein? Oui. Il y a un petit chien qui jappe dehors, désolée. On est en mode vlog un peu pour cette vidéo retrouvailles parce que je suis à New York. Je vous raconte pourquoi après. Mais du coup, j'ai pas mon caméraman chéri, Barthélemy, et donc je tourne avec les moyens du bord. Et en plus, c'est pas mal comme ça, on se fait un petit retour intime. Et donc oui, ça fait longtemps, parce que ça vous aura, je pense, pas échappé qu'il s'est passé des trucs en juin. Bon, on va pas parler de ça ici, mais juste du coup, il y avait besoin d'un bon break cet été et j'ai pas préparé de vidéos longues, mais j'ai pas du tout rien fait non plus parce que je ne sais pas m'arrêter. Et cet été, d'avoir plus de temps que d'habitude, ça m'a aussi permis de prendre le temps de rattraper des trucs que d'habitude, j'ai pas le temps de lire ou d'écouter. Je suis tombée sur quelque chose qui a frappé ce qui me fascine en histoire parce que j'ai une obsession pour les codes humains qui, quand on se penche un peu dessus et qu'on fait de l'histoire, on se rend compte qu'ils ne font que changer en permanence de manière assez random et arbitraire. Et des fois, quelque chose qui, dans une société à un moment donné, est pas du tout acceptable. À l'inverse, avant, ça pouvait l'être. Enfin bref, ça me fascine. Et donc cet été, j'ai croisé ça à nouveau en lisant le livre de Victoire Toyon, Les coups sur la table, qui est une synthèse de son podcast qui traite de la masculinité où à chaque épisode, elle invite un ou une spécialiste d'un domaine pour aborder sous un nouvel angle le sujet de la masculinité et de la virilité. Bref, c'est vraiment un méga classique de podcast. Et bien, figurez-vous que je n'avais toujours pas eu le temps de m'y pencher et que c'est rattrapé et que dedans, hop là, à nouveau, j'ai croisé ce truc de, concernant la virilité, des choses qui sont considérées comme extrêmement viriles aujourd'hui ne l'étaient pas autrefois, et inversement. Je vous ai déjà parlé des petits pénis, des statues qui, avant, devaient être petits pour être virils, justement, et valorisés et masculins, et pas gros comme aujourd'hui. Il y a d'autres trucs quand on y pense, comme, je sais pas, moi, Louis XIV. Louis XIV, c'est le summum de l'image de la virilité à son époque. Le man, il porte des collants et des perruques, ce qui, aujourd'hui, est pas du tout rangé dans la catégorie de la virilité. Et puis, peut-être l'exemple le plus marquant, c'est le fait que dans la Grèce antique, les rapports homosexuels entre les hommes mûrs et les jeunes adolescents hommes aussi sont encouragés, voire obligatoires pour devenir un futur vrai bon citoyen, mais d'une manière extrêmement codifiée, on va en parler. Mais ça, aujourd'hui, ça paraîtrait, déjà illégal parce que c'est un adulte avec des enfants, évidemment, mais ça serait considéré comme gay, tout simplement, et certainement pas viril. Donc voilà, ça c'est quand même fascinant. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment trop intéressant, creusons ce sujet avec le travail de Victoire, mais aussi avec d'autres bouquins et d'autres sources historiques. Donc j'ai lancé mon recherchiste Vincent, qui est l'agrégé d'histoire qui me fait toute la documentation des vidéos longues et qui est trop fort. GG Vincent, et du coup j'ai dit à Vincent, fais-moi une synthèse de l'histoire de la virilité s'il te plaît. Cherche-moi les différences, les trucs qui ont bougé comme ça, mais aussi les constantes, puisqu'il y a aussi des constantes. Mais en fait on va voir que quand on se penche un peu sur les constantes, on se rend compte que c'est plus compliqué et que c'est flou aussi parce que l'humain c'est tout le temps mouvant. La virilité, c'est extrêmement contextuel. Je vous mets toutes les sources qu'on a utilisées en description comme d'habitude bien sûr, et je vais vous rendre compte de cette synthèse donc dans cette vidéo. Bref, du coup je vous emmène en balade dans New York, on va discuter de ça. Allez zou! Alors c'est parti pour une balade dans New York en discutant de la virilité parce qu'après tout pourquoi pas. Rien à voir avec le sujet mais on aurait tort de s'en priver, non? Si je vous pose par ici ce serait pas mal je pense. Je sais pas trop comment cadrer comme ça. Un des premiers trucs qu'elle a commencé par poser dans son bouquin, Victoire, c'est la différence entre virilité et masculinité. Ces définitions, elle les a tirées d'un épisode où elle fait un entretien avec la sociologue Aude Rivoal qui travaille sur ces questions. Donc si j'ai bien compris, d'un côté, la masculinité c'est tout simplement ce qui relève de l'être humain mâle, et la virilité par contre c'est des caractéristiques genre des attributs précis de type la vigueur, la force, l'autorité, etc. Donc ça peut aussi être associé à une femme. C'est pas hyper facile de différencier ça parce que dans le langage courant on les confond, tout simplement parce qu'on considère que la virilité c'est la caractéristique de la masculinité, ou en tout cas plus précisément je dirais que c'est son objectif ultime, c'est-à-dire que tous les gens qui relèvent du masculin ne sont pas forcément virils, mais dans les codes d'aujourd'hui, un masculin accompli, dans les stéréotypes d'aujourd'hui, ça serait un masculin très viril. Donc nous, on va se pencher sur l'histoire de la virilité qui, en fait, définit en permanence les objectifs que la masculinité doit atteindre. Donc ça, c'est constant dans l'histoire. Par contre, ce qui bouge, c'est qu'est-ce qu'on met dans la virilité ou pas. Et cette virilité, quelle que soit l'époque, il faut savoir qu'elle a toujours été discutée, critiquée, et ça, c'est pas nouveau. Tout comme la critique de la virilité, ça a aussi toujours existé. Donc on va réfléchir à ça.
Bon alors pendant que je cherche un spot un peu plus sympa pour me caler, je vais vous raconter un peu les mythes fondateurs de ces valeurs de la virilité, etc. Parce que dans notre société en tout cas, on a des mythes fondateurs qui mettent en valeur le masculin, la virilité, plutôt au détriment du féminin. Ça fait pas si longtemps en fait, si on parle de la mythologie telle à laquelle on a accès, par rapport à l'échelle de l'histoire de l'humanité, voire l'homo sapiens, donc l'homme comme nous, ça fait au moins 300 000 ans qu'il existe, donc voilà. Et il y a beaucoup de discussions sur la place des divinités féminines dans la préhistoire, etc. Mais bref, en tout cas, les mythes fondateurs sur lesquels aujourd'hui notre culture elle est basée, notre culture en tout cas occidentale ici, bah voilà, c'est plutôt des mythes du culte de la virilité, etc. Déjà, on a plein d'exemples dans la mythologie gréco-romaine qui est un référent incontournable pour nous. Oh, c'est rigolo ça. Donc on a évidemment les dieux qui sont super valorisés comme Zeus et super fort, super viril. C'est une caractéristique, une qualité des héros grecs. Évidemment, on pense à l'Iliade, l'Odyssée, toutes ces grandes épopées où voilà, les héros super virils qui se battent, qui sont des méga guerriers, qui kennent à tour de bras pendant que leurs femmes fidèles les attendent au foyer comme Pénélope, n'est-ce pas? Ça, c'est des références. C'est des personnages qui ont beaucoup de succès dès l'Antiquité. Donc voilà, les héros, on met en avant leur courage. Je vais éternuer avec le soleil. On met en avant leur force, même si y a des variations dans comment ça se caractérise un héros. Par exemple, le héros grec, il pleure. Ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans la vidéo sur justement Achille. Et c'est pas du tout pas viril. Et il pleure de rage, il pleure de colère. Achille, il pleure quand il perd Patrocle et tout. Oh, de l'herbe. Regardez comme c'est beau. Cool. Ah, je vais me balader là-dedans, je vais être trop bien. Certains personnages sont évidemment des vraies grosses références pour les Grecs. Les prénoms Ulysse et Achille, c'est super donné dans l'Antiquité par exemple, donc c'est des modèles. Il y a évidemment ce bon vieux Héraclès, aka Hercule en latin. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le man, Hélicope. Le héros super fort par excellence et tout, c'est une ref aussi, évidemment. Et puis les monothéismes, ils remettent une couche là-dessus. Ça reste cette valorisation du masculin et de la virilité, puisque dans les monothéismes, on considère qu'il y a donc un dieu et on le considère masculin. Donc ça condamne un peu à l'oubli les divinités féminines qu'il y avait avant pourtant. Donc voilà, le dieu créateur, quelle que soit la religion monothéiste, il est masculin et les fonctions intermédiaires religieuses de prêtres, etc., traditionnellement, même si ça bouge, elles sont réservées aux hommes. Et l'image de Jésus aussi, c'est un exemple de virilité. Déjà, c'est quelqu'un qui souffre, qui encourage au courage, au dépassement de soi et qui est éternellement jeune. Et il y a même eu, au début du 19e siècle, un mouvement viriliste chrétien, la Muscular Christianity, qui poussait ses membres à devenir virils, les membres virils LOL, à développer leur corps virilement selon l'exemple de Jésus. Voilà, c'est ce qu'on a retrouvé dans la YMCA avant que ça devienne l'hymne de la culture gay. Donc voilà, la virilité, c'est censé être un état avec des valeurs, notamment le contrôle de soi, la force, etc. Et pour atteindre ces valeurs, pour atteindre aussi bien l'état physique que mental, il faut recevoir une éducation virile. Et même plus qu'une éducation, un entraînement en fait. Devenir un vrai homme viril, c'est avant tout se détacher de la sphère féminine, de la sphère de la mère, de l'enfance en gros, pour devenir un adulte, mais donc un adulte mâle. Et l'apprentissage de la virilité, au fil de l'histoire, ça se caractérise notamment par des rituels de passage, où on entre dans le monde des hommes. Et en fait, toutes les sociétés, elles ont développé des rituels de passage, mais c'était particulièrement fort chez les Grecs. Ça se caractérise par vraiment une rudesse. Et voilà, c'est pour donner aux jeunes hommes une notion de ce que c'est que la virilité et surtout fabriquer des bons soldats, en gros. Des machines à tuer super résistantes, qui questionnent pas l'autorité également. Donc à Sparte, il y a la très célèbre agogé, où les jeunes garçons ils vont faire toute une série d'épreuves, comme marcher pieds nus, dormir à même le sol, etc. Voilà, le but c'est vraiment de les endurcir. Et à Athènes, il y a ce qu'on appelle l'éphébie, donc ça vient de là, les éphèbes. C'est quelque chose qui durait 2 ans. Et il y avait toute une période où le jeune éphèbe, il était laissé tout seul dans la nature, il devait se démerder tout seul, se cacher le jour et voler la nuit sans être pris. Donc autonome, endurci, quelles que soient les conditions. Et après, quand l'éphébie elle est terminée, c'est retour triomphal à Athènes avec les copains de sa génération et ils reçoivent des présents, dont un équipement guerrier. Ça y est, ce sont des citoyens et surtout, ce sont des bons soldats. Donc il y a une dimension collective là-dedans. Le but, c'est de protéger la cité, c'est d'avoir la puissance militaire la plus forte possible, puisque c'est les citoyens qui vont se battre. Donc ça défend aussi la virilité dans cette conception, le corps civil
public et c'est ça qui fait société et c'est ça qui fait faire partie de la société, contrairement aux femmes qui vont pas se battre. Et c'est ça qui donne le pouvoir. Et ce principe, on va le retrouver hyper longtemps puisque les États, ils ont toujours besoin de fabriquer des bonnes armées. Pendant la Troisième République, au 19e siècle, on le retrouve encore. L'école de la République, c'est vraiment fabriquer des bons petits soldats pour la revanche à prendre contre la Prusse qui nous a niqués en 1870. Donc une fois qu'on est rentré dans cette caste de la virilité, il y a plein de sphères pour l'entretenir, ce qu'on appellerait aujourd'hui le boys club en gros. Donc c'est aussi bien la taverne que la caserne militaire, des espaces entre hommes virils, que le bordel bien sûr. On va reparler de sexualité après parce que c'est vraiment un aspect super important de la virilité. Mais donc l'aspect le plus marquant qu'on peut citer en premier, c'est ce truc de fabriquer des soldats. Donc la virilité, c'est la guerre. Donc la virilité, faut pas oublier que ça repose sur une division sexuée des tâches et l'homme, c'est lui qui est en charge du métier de la guerre. Donc il se doit d'être viril, fort, endurant, etc. Et c'est un monopole qui est aussi social puisque c'est de là que vient le pouvoir aussi. Alors la glorification du masculin, de l'homme à travers les armes et la guerre, ça date d'il y a bien longtemps. Donc on a déjà parlé des héros grecs à l'Iliade qui vont se battre contre Troie. On peut penser à la chanson Geste avec Roland, donc fin du 8e siècle. Et après, il y a les chevaliers médiévaux, bien sûr. Mais ça aussi, c'est des questions qui sont en fait plus complexes et nuancées que quelque chose de tout tranché. Tranché, haha, les armes. Donc le Moyen-Âge qui érige le chevalier en guerrier viril qui se distingue par ses faits d'armes, à la Renaissance, ça laisse la place à autre chose. C'est des valeurs qui prônent le raffinement, la courtoisie et même plus tard l'étiquette. Donc la puissance et le courage, ils sont toujours associés à la virilité, mais ça s'exprime de manière différente du coup. Par exemple, l'homme de la Renaissance, il a des épées plus fines, elles sont plus légères, donc il faut être plus adroit, plus habile. Donc on met plus l'accent sur l'adresse, l'agilité, la dextérité plutôt que la force brute. Mais ça fait quand même gueuler les types de l'ancienne école qui disent oh là là, mon Dieu, c'est quoi ces combattants danseurs, oula, ça va pas du tout, ça va pervertir les règles du combat. Donc mieux c'était mieux avant, ça a toujours existé. Donc en gros, on a une technicisation de plus en plus forte de la guerre qui s'accentue au fil du 16e, 17e, 18e siècle. Et ça invite le soldat à être maître de ses pulsions, à agir de manière rationnelle. On retrouve un peu l'esprit grec là. Donc voilà, l'image du guerrier médiéval, impulsif, instinctif, etc. C'est plus tellement valorisé à la Renaissance. Par contre, c'est la Révolution qui à nouveau va remettre au goût du jour le guerrier solide, fort, violent, un peu rustre et tout. Comme je disais, c'est toujours des va-et-vient. Mais bref, donc ça, c'est en temps de guerre. Mais on n'est pas tout le temps en guerre. Donc il faut aussi entretenir cet esprit pour si on a besoin du citoyen pour la guerre. Donc en temps de paix, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le sport. Trop bien cette aire de jeu. Trop fou, non ? Le sport, ça a été longtemps... Oh, c'est mignon par là. Bon pareil, le sport, ça ne veut pas dire que c'est associé à la virilité. Ça, c'est une constante. Les Jeux Olympiques grecs, évidemment, où les femmes étaient interdites sous peine de mort. Mais la période où ça s'amplifie le plus, cette association entre hommes virils et le sport, c'est au tournant du 19e siècle et courant 20e siècle avec la montée des totalitarismes. Donc le relancement des Jeux Olympiques modernes, c'est Coubertin, c'est en 1896. Et donc ça contribue à cette glorification mythique du sportif. Et les nouveaux héros, c'est des sportifs qui parfois reprennent les codes de la guerre. Ah oui, les maillots, c'est des uniformes, on chante les hymnes nationaux, etc. Et donc ensuite, comme je disais, les régimes totalitaires, ils en ont fait un méga outil de propagande de masse, le sport et la glorification du sportif. Et on retrouve toujours ce truc du culte du corps, le culte du héros qui va être un guerrier, qui va défendre la nation et qui va glorifier un maximum son peuple, voire sa race, suivant les idéologies. Et dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est là qu'on voit apparaître les choses comme le culturisme, qui valorise donc encore le corps à tout prix. Alors justement, il faut qu'on parle du corps. Le corps, c'est l'expression de la virilité, c'est vraiment son temple. Et donc, encore une fois, depuis le début, il y a des canons précis dans lesquels il faut rentrer pour avoir un corps viril. Donc vraiment, c'est un aspect très important. Mais les règles auxquelles doit répondre le corps, elles, par contre, elles bougent. Et donc, on sait que le corps grec, il doit être représenté de manière très précise, avec des proportions précises. Pareil, elles peuvent bouger un peu suivant les périodes, mais bref, tout ça, c'est très codifié. Et il est très souvent d'ailleurs représenté pendant l'effort, le corps du guerrier. Et comme, par exemple, à Athènes, seuls les citoyens peuvent
doivent combattre, comme on disait tout à l'heure. Avoir un corps de guerrier, de quelqu'un qui se bat, c'est aussi une expression sociale, une expression de son statut. À Rome aussi, le bronzage est valorisé, il est viril, puisque on fait des activités sportives en plein air, contrairement aux femmes qui sont à la maison. Toujours s'éloigner de la sphère féminine. Ok, dernière étape, le parc Prospect Park, en espérant que ça soit moins bruyant. Il y a aussi un petit concert de jazz. Oh là là, c'est beau quand même, regardez. Trop bien. Je me pose un peu pour vous parler de corps. Parce que si on parle de corporalité, de physique et de virilité, on est obligé de parler de la tub, bien sûr. Alors je vais m'asseoir pour vous parler de tub, ça me fait du bien, une petite pause, en plus je profite de la fin de la golden hour. Alors comme vous le savez sans doute si vous suivez ma chaîne, ça n'a pas toujours été valorisé les grosses tubs. Et oui, on a parlé de ça il y a un moment maintenant dans la vidéo sur pourquoi les statues ont des petits zizis. En gros, dans l'Antiquité, on pense que l'apparence à l'extérieur, ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en gros, si tu as des parties génitales exubérantes, ça veut dire que tu es esclave de tes pulsions. Ça représente ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça veut dire que voilà, t'es obsédé et ça c'est pas bien parce qu'on veut le contrôle de soi à tout prix. Donc grosse tub dans l'Antiquité, pas bien vu. D'ailleurs chez les Romains on a même dit c'est une insulte. C'est une insulte de se faire traiter de grosse tub. Mais pour autant, les parties génitales, que ce soit valorisé, qu'elles soient grosses ou petites, c'est très important, évidemment c'est ce qui définit le mâle. D'ailleurs l'étymologie de testicule c'est assez représentatif parce que testis ça veut dire témoin. Donc les couillasses c'est les témoins de la virilité. Et par exemple on sait qu'il existait des pratiques de serment en Égypte ancienne ou à Rome, où on se tenait par les couilles. Il y a des choses comme ça aujourd'hui par exemple, ça serait pas vu comme viril. Les codes c'est incroyable, l'arbitraire du truc. Et par contre évidemment petit à petit on glisse vers la valorisation de la grosse tub, que vous n'êtes pas sans ignorer. Par exemple à la Renaissance il y a une mode qui se lance des braguettes rembourrées, mais attention pour autant ça reste assez technique. Il n'est pas question non plus de bestialité, toujours. Faut garder cet aspect contrôle de soi. Donc des bourses trop lourdes et trop pendantes, c'est considéré comme pas viril non plus, c'est trop. C'est trop bestial, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui avec l'expression avoir une grosse paire de couilles. Mais au contraire, à ce moment-là, on considère que la vigueur sexuelle, elle est garantie si les couilles, elles sont bien collées vers le haut. Donc ça va être dans les traités médicaux du XVIIIe siècle notamment. Et puis on va retrouver cette idée que faut être viril mais pas bestial non plus, avec une dévalorisation raciste au moment du colonialisme, quand les colons associent la bestialité aux supposées très longues parties génitales des colonisés. Je vais remettre ma veste, je me les gèle. Je vais finir dans la nuit. Est-ce que ça frotte sur le mic? Non, c'est bon. Donc, puisqu'évidemment on parle de tub, eh bien il nous faut parler de sexualité. Donc la sexualité, sans surprise, c'est un lieu d'expression de la virilité. Mais pareil, pour autant, il y a plusieurs types de sexualité qui sont associés à la virilité et ça change aussi avec le temps. Et puis encore une fois, il y a toujours les règles et ce qui se passe en pratique. Et avec un maximum de paradoxes d'ailleurs. Parce que d'un côté, il y a des injonctions récurrentes dans l'histoire à l'abstinence, donc au contrôle, ça c'est très fort chez les Grecs déjà, on l'a déjà dit. C'est le cas aussi dans le christianisme bien sûr. Et de l'autre côté, on a des moments de sexualité qui sont en dehors du couple et qui sont d'autres exutoires pour la virilité, des moyens de l'exprimer aussi, qui sont valorisés aussi. Et donc oui, ça nous crée ces paradoxes où faut pas ken au sein du mariage à part pour faire des enfants. Mais par contre, les bordels, c'est des exutoires, c'est encore des lieux d'expression et d'entretien de la virilité. Et les prostituées, elles sont même vues comme un moyen de réguler et de pacifier les rapports. Par exemple, on dit que pendant la première croisade, il y aurait eu 13 000 prostituées qui auraient été rémunérées par la monarchie. Et pendant la croisade de Philippe Auguste, on aurait vu apparemment pour la première fois des prostituées suivre les bataillons, ce qui aurait été destiné à éviter qu'ils ne violent trop sur leur route. Et puis alors il y a cette grande question des rapports homosexuels dans la Grèce antique. En fait c'est pas des rapports homosexuels à proprement parler, dans le sens où c'est pas une catégorie dans l'Antiquité et c'est pas les rapports entre hommes adultes qui sont encouragés, mais donc c'est entre un homme adulte et un jeune garçon. Vraiment aujourd'hui ça serait absolument illégal, alors que là c'est super important socialement. Donc ça se passe à Athènes, mais encore une fois il faut respecter des codes bien précis mais super importants pour la formation de citoyen du jeune homme. Donc en gros il y a l'éraste, c'est l'homme mûr. Il doit séduire l'éromène, qui est donc un jeune adolescent, et ils vont avoir des rapports sexuels ensemble, mais ça fait partie de toute une éducation selon leur code, et surtout dans un seul sens. Donc c'est l'éraste qui pénètre, et c'est l'éromène qui est pénétré, surtout pas l'inverse, c'est absolument interdit. Et on considère que par le sperme de l'éraste, il va être virilisé.
C'est la magie du sperme, quoi, en gros. Par contre, ça doit s'arrêter dès qu'il a des poils. Et après, leur rapport se transforme en amitié. Et donc, ils ont une relation amicale particulière pour le reste de leur vie. Voilà. Et apparemment, il y a certains érastes qui font raser, épiler leurs éromènes pour que ça dure plus longtemps, mais c'est très mal vu. Mais encore une fois, c'est la différence entre les règles et ce qui se passe en vrai dans la pratique. Donc voilà, il y a ça, et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est offensant si votre fils, il a pas un éraste, et ça fait vraiment partie de l'éducation virile. C'est le summum des bonhommes, quoi, de faire ça. Donc ça, on est d'accord que c'est incroyable la différence de code par rapport à aujourd'hui, où ce genre de rapport, bon bah évidemment, ça serait pas regardé de cette façon. Et du coup, ça aussi, c'est une façon d'enseigner aux jeunes hommes l'obéissance, la soumission aux aînés, à l'autorité. Apparemment, c'est des rapports qui auraient aussi existé chez les samouraïs. Bon, puis par rapport aux rapports sexuels, on sait comment petit à petit, ça a glissé aussi vers la valorisation de Ken à gogo pour être un vrai bonhomme. D'ailleurs, d'une certaine manière, avec le fait qu'on se défoule au bordel, etc., bah, c'était déjà quand même quelque chose de sous-jacent depuis un moment. Puis par la suite, ça s'instaure vraiment. Je vais m'asseoir un petit peu pour terminer tout ça. Par exemple, Flaubert, ce bon vieux Flaubert, le man, il arrêtait pas de parler de cul, et Vincent a trouvé dans les sources qu'il a relevées que dans sa correspondance, il se vante auprès d'un ami d'avoir foutu 3 femmes et tiré 4 coups, dont 3 avant le déjeuner. Maupassant également, apparemment aussi c'était un méga mâle alpha, super viril, et donc tellement pour lui c'est important de montrer qu'il ken à gogo, il est trop content un jour d'apprendre qu'il a la syphilis. Genre il dit, dans une lettre à un ami, tu ne devineras jamais la merveilleuse découverte que mon médecin vient de faire en moi. La vérole, j'ai la vérole. Désolée, mais littéralement masculinité toxique là pour le coup. Et ce qui est très important par rapport à cette tub et par rapport au fait qu'il faille baiser, bah du coup c'est de bander. Ça, ce qui est toujours très important, petit zizi ou pas, faut pouvoir bander. La hantise de l'impuissance, c'est une constante qui traverse les époques et qui hante les hommes qui veulent être virils. Les pères de l'église en parlent déjà au Moyen-Âge, notamment Saint Augustin, qui est l'évêque d'Hippone, donc 4e, 5e siècle de notre ère. Il dit que ne pas bander, c'est lié au péché originel, parce que comme Adam a désobéi à Dieu, bah Dieu lui a donné un organe capricieux. Et puis vraiment ça définit le statut de l'homme, même dans sa place sociale, dans son rang social. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai aussi fait une vidéo, un épisode animé sur les procès que les femmes pouvaient faire à leur mari s'ils bandaient pas, s'ils leur faisaient pas d'enfants, pour divorcer. Que leur femme ait le droit de divorcer et qu'elles arrivent à le prouver, etc. C'est vraiment être rétrogradé dans la société. Donc bander fait ton statut social. Et alors par contre, une fois qu'on arrive à bander, c'est quoi les codes? Ça aussi, figurez-vous que ça n'a pas toujours été de faire l'amour pendant très très longtemps pour être un mâle alpha. Avant, au contraire, on considérait qu'il fallait plutôt que le coït masculin soit bref, donc il fallait jouir vite, à l'inverse, parce que si on bandait trop longtemps et que ça durait trop longtemps, on risquait de faire jouir sa partenaire, donc surtout pas. Donc ça vaut pour la Rome antique, la Grèce antique et la chrétienté médiévale. Et on pense que c'est à la belle époque, ou tournant 19e, début 20e, qu'il y a ce renversement où l'acte sexuel il doit être long et durer pour donner du plaisir à sa partenaire, pour être un vrai bonhomme à l'inverse. C'est là que ça devient valorisé, et donc c'est là une nouvelle injonction qui est difficile aussi, celle qui veut qu'il faille tenir. Il y a tout le temps dans la virilité le fait de se positionner par rapport au féminin. Globalement, généralement, c'est du rejet, de la mise à distance. Et de fait, de toute façon, il y a des différences, c'est évident. Mais le truc, c'est que c'est pas juste être différent, c'est se placer au-dessus. La virilité, elle est supérieure à la féminité. Et en vrai, c'est la configuration et la raison première d'être de la virilité. Écraser le féminin. C'est une façon de se garder en situation de supériorité. C'est la nature dominante de l'homme, etc. Soi-disant naturelle, alors que bon, en fait, en vrai, comme on a vu, ça n'a rien de naturel, ça arrête pas de bouger, bref. Et donc, il s'agit d'avoir le contrôle également sur la femme. Et c'est assez ouf les mécanismes qui ont été mis en place pour assurer ce contrôle, y compris de trucs qui relèvent pas du tout de la sphère du masculin, notamment la reproduction. Bah déjà, dans notre société à nous, en tout cas, l'homme, il a réussi à imposer son nom à la descendance, même si, voilà, pareil, les pratiques, elles changent, mais c'est ouf, ce truc d'imposer le nom à quelque chose qui sort même pas de son propre corps, au détriment du corps duquel c'est sorti. Et pour justifier ça, bah, on infériorise même la femme dans le processus de création. Par exemple, le poète Échille, dans l'Antiquité, il dit « Ce n'est pas la mère qui engendre celui qu'on nomme son enfant, elle n'est que la nourrice du germe. Celui qui engendre, c'est le mâle. Elle, comme une étrangère, conserve la jeune pousse. »
il y a Aristote aussi qui s'efforce de prouver la supériorité du sperme sur le lait pour voilà, faire de la femme juste un réceptacle à la fécondation de l'homme. Il passe par un genre de hiérarchie des fluides en fait. Et notamment, il dit aux hommes qu'il faut qu'ils aient de nombreux rapports sexuels avec leurs femmes enceintes pour nourrir le fœtus. Il y a encore ce truc, comme je disais tout à l'heure, de le sperme, c'est quelque chose de virilisant. Le pouvoir magique du sperme. Et Aristote, il a énormément influencé la pensée scolastique chrétienne. Donc on comprend aussi le regard de l'Église sur la procréation. Bref, donc voilà, il y aurait cette idée qu'il y a une infériorité naturelle de la femme, une supériorité de la virilité et que parce que le sperme c'est mieux que le lait, ceci est naturel. Et en permanence, au fil de l'histoire, il y a des choses comme ça pour placer les hommes au-dessus, faire porter la faute de plein de choses aux femmes, bon, Adam et Ève, obviously, à la libération après l'invasion nazie. Il y en a qui ont accusé les femmes de la défaite qu'on avait subie parce que elles auraient couché avec les Allemands. C'est ça qui a causé la défaite. Mais si l'homme est placé au-dessus de la femme, c'est pas toujours bien vu qu'il la traite mal pour autant. Donc toujours des nuances et tout, suivant les périodes, suivant les moments. C'est tout le truc de l'amour courtois, ou de la galanterie d'ailleurs. On pense à Chrétien III, Tristan et Iseult. Bon, après, ça concerne quand même qu'un microcosme noble. Et déjà, d'ailleurs, à l'époque, on souligne le paradoxe et l'incompatibilité entre cette morale prônée et la nécessité de la vaillance du chevalier. On retrouve ça plus tard aussi dans les valeurs bourgeoises. Le bourgeois, c'est un honnête homme, donc galant, aussi bien éduqué que les nobles. Il est cultivé, il est honnête, il est modeste, il est tendre et poli, mais il est pas non plus mou ni pédant. Aujourd'hui, je pense qu'on dirait qu'il fait des podcasts sur la masculinité déconstruite. Donc voilà, la femme, elle doit être séduite. Donc ça inverse un petit peu les rapports puisque ça dépend de son assentiment à elle. Mais bon, ça lui confère pas du pouvoir pour autant, mais vous voyez. Mais pareil, l'honnête homme, c'est surtout une figure littéraire, c'est surtout de la théorie affichée. Donc bref, il y a quand même de la nuance à mettre dans tout ça. Par ailleurs, on rejette pas non plus tout le temps en bloc ce qui relève du féminin. À certaines cours royales qui fixent la mode et qui fixent la mode pour partout, donc c'est hyper important, ça a beaucoup d'influence, les hommes adoptent parfois des codes plus féminins. Il y a la mode des bals masqués à Versailles aussi, où les frontières entre féminin et masculin, elles sont plus brouillées. Louis XIV, il se faisait représenter dans des postures extrêmement viriles et tout, mais il se mettait aussi en scène de manière plus atypique, avec des talons hauts, avec des bas en soie blanche, avec des perruques, etc. Bon, après, la vérité, c'est que Louis XIV, il porte une perruque à cause de sa calvitie, et comme c'est le roi, il lance la mode, point barre. Une mode qui dure jusqu'à la Révolution, qui est le marqueur des rois Bourbons. Et en fait, en vrai, c'est pas tellement que le féminin et le masculin sont brouillés, parce que pour lui, c'est un signe de virilité. C'est plus tard, à la Révolution, qu'avec le recul, on catalogue ça comme des codes féminins, parce qu'on veut déprécier la monarchie. Et voilà, pour dévaloriser la cour, sa supposée dégénérescence, on dit que, en fait, c'était extrêmement efféminé. Bon allez, c'est le moment de rentrer, il fait beaucoup trop nuit. Hop. Ok, c'est le moment de la conclusion du coup. J'espère que cette petite balade dans New York vous a plu. Donc quand on se penche sur tout ça, ce qui est fascinant, c'est le mouvement perpétuel qu'est l'humain. Quand on se penche sur l'histoire en détail, à chaque fois on se rend compte que la tradition en fait c'est une illusion. Ou le caractère inné de ces choses-là, c'est une illusion, ça bouge tout le temps. Il y a des constantes bien sûr, on en a vu plein et tout. Mais en fait à chaque fois qu'on gratte un peu à l'intérieur, on voit comment c'est plein de beaucoup plus de nuances. Et là je vous ai fait une synthèse hyper rapide de 2000 ans de virilité. Donc en plus on pourrait aller bien plus dans le détail évidemment. N'hésitez pas à compléter en commentaire. C'est intéressant, il me semble, de garder ça à l'esprit parce que ça nous permet de regarder d'un peu plus loin ces codes, un peu de l'extérieur, étant donné que la virilité ou la masculinité, c'est des choses qui régissent énormément nos codes sociaux, nos rapports hiérarchiques dans la société aujourd'hui, on le sait. Ça a été démontré largement par les sociologues que ça fait souffrir aussi bien évidemment les femmes que les hommes qui eux-mêmes sont hiérarchisés entre eux, entre ceux qui sont vraiment au sommet de la pyramide et puis tous les autres qui rentrent pas dans ces codes-là. En tout cas, je pense que le problème, c'est de croire que cette case, elle est immuable. Ça, c'est sûr que c'est faux. Et faire de l'histoire, c'est en permanence se rendre compte de ça. Comment tout change tout le temps. Et là, j'ai pris cet exemple parce que je le trouvais parlant, mais ça vaut pour n'importe quel sujet. Donc merci à Vincent encore une fois pour cette superbe synthèse. Et vraiment, je vous encourage à aller bien sûr écouter Les coups sur la table, si c'est pas déjà fait, et à lire le livre de Victoire. Ah, et si je suis à New York, c'est parce que j'ai été invitée par YouTube au YouTube EduCon. En gros, c'était un congrès pour les vulgarisateurs et les edutubers, comme on dit, donc ceux qui sont spécialisés dans l'éducation, dans la culture, dans la vulgarisation sur Internet. C'était assez dingue de faire ça, c'était une opportunité géniale. Et ce qui était beaucoup trop stylé, c'est que j'étais la seule Française envoyée. Et donc, comme évidemment, j'allais pas faire juste un aller-retour à New York pour une journée, puisque ça a duré une journée, je leur ai demandé de me prendre le retour plus tard. Et je suis en train actuellement de kiffer ma vie à New York. Bref,
Et en tout cas, ça me fait trop plaisir de vous retrouver, d'être de retour avec des vraies longues vidéos. Cette année, la charge mentale a été particulière, en dehors de voilà ce qui s'est passé, mais même beaucoup de boulot. Et j'essaye d'organiser mon temps et de travailler avec de plus en plus de gens pour déléguer des tâches et pouvoir à nouveau me poser tranquillement sur les vidéos longues. Parce que dernièrement, travailler, c'était juste devenu une corvée, puis surtout une to-do list géante. J'avais plus trop de plaisir dans ce que je faisais. Donc c'est quand même un peu dommage avec un métier de passion, on est d'accord. C'est pour ça aussi qu'il n'y a plus de rendez-vous des épisodes animés, parce que cette régularité est imposée. Pour moi, au bout d'un moment, c'était devenu une anti-créativité. Parce que quand t'es obligé de pondre un sujet à tout prix parce que c'est la deadline, alors que t'as pas forcément d'inspi et t'as pas eu le temps de laisser reposer ton cerveau, bah il en sera pas forcément des trucs dont t'es super content, même si l'équipe d'animation est trop forte, elle me faisait toujours un méga truc. Mais bref, vous voyez. On reviendra avec un épisode animé dans l'année, mais je pense on va essayer d'en faire un plus gros où on s'applique. Bref, je veux pas trop m'avancer au cas où ça n'arrive pas, mais on travaille sur ça avec mon staff. À propos de staff qu'il faut rémunérer, ça va être maintenant le moment de remplacement de produits. Et à propos d'aller un peu à l'inverse des clichés de la masculinité et de la féminité, il se trouve qu'avec Maxime, ce bon Maxime Muscat, qui est accessoirement la personne qui partage ma vie, on a fait un tournage pour Skoda pour tester une de leurs nouvelles voitures qui sort. On a fait un défi couple en voiture et je dis cliché inverse de la féminité de la masculinité parce que c'est moi qui conduisais, parce que Maxime n'a conduit qu'une fois dans sa vie depuis qu'il a le permis. Ah, bonjour, bienvenue au château de la Duchesse. Non mais pas du tout, c'est une ancienne usine de tire-bouchons. Donc allez voir ça, merci à Skoda. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si c'est la première fois que vous êtes venu sur la chaîne, apparemment vous avez dû kiffer si vous êtes resté jusque là, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à des gens que vous pensez que ça pourrait intéresser, si vous estimez le sujet important. Ça peut m'aider aussi à faire grandir la chaîne et ça c'est une chouette récompense quand on taffe. En tout cas, trop contente d'être de retour et hâte de voir ce que vous allez en penser. Je compte sur vous pour débattre de manière polie dans les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit. Soyons courtoises et courtois et à bientôt. Allez, bisous. Merci beaucoup d'être là et d'être là pour le retour aussi. Ça fait du bien de se retrouver. Bye.